Bonjour Patricia Renou, bonjour professeur Bonaz. Merci pour ce temps d'échange que vous avez bien voulu me consacrer. Je rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Patricia Renou que vous êtes la nouvelle présidente de l'association de l'APSI, vous allez nous présenter. Et professeur Bonaz, vous êtes gastro-entérologue spécialisé dans les maladies digestives chroniques à Grenoble. Vous êtes également hypnothérapeute et expert du nerf vague et vous êtes responsable du diplôme universitaire d'hypnose à Grenoble. Alors, le S2I est une pathologie complexe et multifactorielle. Ça touche à peu près 5 à 10% de la population. Je voudrais, Patricia, que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est que vivre avec un SIC. Alors, j'aimerais quand même rappeler que le syndrome de l'intestin irritable est une pathologie digestive réelle et chronique et non une maladie d'origine psychosomatique. Alors évidemment, si elle est reconnue médicalement, je pense qu'elle est trop souvent négligée, banalisée et taboue et souffre en quelque sorte de peu de reconnaissance sociale, eu égard au fait notamment qu'elle soit entourée de tabous. Et ces tabous sont liés en partie et très certainement aux symptômes de la pathologie. Alors les troubles du transit, les douleurs abdominales, les flatulences et puis la distension abdominale, en quelque sorte les ballonnements. Donc à ces symptômes s'ajoutent des manifestations extra-digestives et des douleurs périphériques, alors telles que la migraine, la douleur périanale, la cystite interstitielle, et certaines douleurs d'ailleurs peuvent être en lien avec la prise de repas. Donc on voit bien que la douleur est une dimension très importante de la pathologie, et c'est la répétition dans le temps qui occasionne à la fois la fatigue et puis l'anxiété. Si la douleur elle est d'ordre physique, elle est également d'ordre psychique. Et c'est vrai que quand la douleur envahit votre vie, lorsque vous vous réveillez avec la douleur la nuit, le matin, qu'il vous faut aller travailler avec cette douleur, assumer votre vie familiale et professionnelle, alors oui, le quotidien devient extrêmement compliqué avec cette douleur. Et cette douleur entraîne une souffrance, donc également psychique. Alors le quotidien en est altéré sur des mois, voire des années, voire des dizaines d'années. Et certains souffrants sont d'ailleurs dans l'incapacité d'aller travailler à cause de ces symptômes et notamment à cause de cette douleur. Alors, juste deux chiffres très évocateurs qui sont issus d'études scientifiques. L'impact sur la scolarité, 23% des jeunes malades redoublent à cause de la maladie. Et s'agissant de l'impact sur le travail, 13% des malades sont amenés à se réorienter professionnellement et 2 tiers des malades ressentent une profonde gêne au travail. Voilà, d'où la nécessité d'explorer toutes les pistes de traitement, notamment complémentaires à la voie médicamenteuse, pour pouvoir aborder la douleur dans toute sa complexité. Et je sais que le professeur Bonas pourra y répondre. C'est vrai que la douleur, c'est le principal symptôme qui motive la consultation souvent. Il y a aussi les ballonnements qui sont gênants, les troubles du transit. Donc, tout ça, ça fait un mélange, bien entendu, qui entraîne un retentissement sur la qualité de vie. Le S2I, le syndrome d'intestin irritable, c'est assimilé à une hypersensibilité centrale, c'est-à-dire que les patients se perçoivent trop, ce qui fait qu'ils ont des symptômes diffus. Il y a le tube digestif, mais il y a effectivement, j'ai mal à la tête, j'ai des douleurs articulaires, le mauvais sommeil, souvent le sommeil est mauvais, sommeil non réparateur, je me lève épuisé, troubles urinaires, enfin, vraiment la fatigue chronique, etc., qui fait que c'est un cercle vicieux, qui fait que les gens ont l'impression qu'ils sortent jamais du tunnel, quoi, si vous voulez. Et en fait, la douleur est un stress, le stress augmente la douleur, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ben, les gens arrivent dans un état d'épuisement, en sachant que, bon, moi, les patients que je vois en hôpital, ce sont souvent les pires, entre guillemets, c'est-à-dire c'est les gens qui ont essayé plein de choses, plein de traitements, qui sont souvent décevants d'ailleurs. Après, je dis toujours, on est tous colopathes à un moment donné, quand on est stressé, quand on mange vite, quand on a des gens qui le sont de façon chronique et très invalidant. Il y a beaucoup de gens qu'on voit sûrement pas, que je vois pas, qui vont voir leur pharmacien, leur médecin. Après, moi, je vois les gens les plus invalidés, quoi, je dirais. Mais en plus, les traitements sont souvent décevants. On fait des tas d'examens, on ne trouve rien. Donc les gens vous disent, mais moi, je ne comprends pas, j'ai mal, j'ai quelque chose, quoi. Et qu'est-ce que c'est? Donc le but, effectivement, c'est de ne pas dire c'est dans la tête que ça se passe ou je peux rien pour vous. Moi, je dis toujours aux étudiants en médecine, en tant que futur médecin ou médecin, il ne faut pas dire ça aux patients. Il faut expliquer différemment les choses
puisque actuellement c'est ça, c'est-à-dire qu'on dit que c'est des anomalies de l'axe cerveau-intestin, avec le rôle du stress, des aliments. C'est vrai qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont déclenchés par les aliments. Du coup, souvent les gens font un régime sans gluten, sans lactose, sans FODMAPs aussi. Mais en fait, si vous voulez, c'est un épiphénomène, hein. C'est l'allumette sur le gaz, comme je dis toujours. C'est-à-dire que dans la mesure où les patients sont dans ces anomalies des relations, ils sont dans un état de sensibilité qui fait que ça va être le stress qui va déclencher la douleur, la fatigue, ça peut être les aliments, vous voyez. Il y a une étude très intéressante qui a montré que les fameux FODMAPs, tout ce qui est produit fermenté cible, qui fait un appel d'eau, donc qui peut donner diarrhée, qui dégage des gaz, qui distend l'intestin, eh ben, en fait, ils ont fait une étude récemment publiée qui montre qu'en fait, ils ont donné des FODMAPs à des sujets non syndrome d'intestin irritable et des gens qui avaient un syndrome d'intestin irritable. En fait, dans les deux cas, il y a les mêmes perturbations, sauf que c'est les gens qui ont un syndrome d'intestin irritable qui vont être symptomatiques. Et ils ont fait de l'imagerie cérébrale chez ces patients et montré qu'il y avait des anomalies d'activation dans les centres de la douleur et tout. Ce qui veut bien dire qu'en fait, que les aliments, moi, c'est toujours ce que je dis, suivant mon état psychologique, mes émotions, de ce qui se passe en haut, dans mon cerveau, tout ce que j'ai eu dans ma vie, eh bien, un stress, une émotion ou un aliment va aller mettre le feu, comme je dis. Vous voyez, c'est l'allumette sur le gaz qui va déclencher les symptômes. Non. Alors après, il y a aussi le microbiote, parce que c'est la mode du microbiote maintenant. On sait qu'il y a une dysbiose dans le syndrome d'intestin irritable. Alors, est-ce que c'est cause, conséquence? C'est toujours la même question. Donc, dysbiose, il y en a de partout, dans l'Alzheimer, dans le Parkinson, dans les maladies inflammatoires. Vous voyez, il y a des essais de transplantation fécale, il y a beaucoup de gens qui nous interrogent. Mais bon, ça, c'est du domaine de la recherche. C'est pas anodin aussi de faire de la transplantation fécale, hein. On peut attraper des choses quand même. Voilà, ce qui fait que, si vous voulez, c'est tellement complexe qu'il n'y a pas, je ne crois pas, un médicament qui va guérir le laboratoire. Je dis toujours à mes patients, le laboratoire qui va trouver le médicament X qui guérit les gens, il va faire fortune. Parce que c'est 5 à 10%, voire 10 à 20. Et c'est vrai que moi, je vois de plus en plus de patients, et notamment des patients jeunes, parce qu'il y a quand même un mal-être dans la société actuelle, avec la Covid, tout ce qu'on entend de la guerre, qu'on peut être atomisé, etc. Vous voyez, il y a toute une ambiance de stress actuellement, les médias qui en rajoutent beaucoup, tous les sites Facebook, etc. Ce qui fait que les gens sont de plus en plus sensibles à l'environnement, et je vois de plus en plus de gens jeunes que je ne voyais pas avant. Alors, cette hypersensibilité, là, je voulais qu'on revienne un petit peu là-dessus parce que finalement, elle ne s'explique pas aujourd'hui, en fait, cette hypersensibilité, qu'elle soit viscérale ou générale, en fait. En fait, on peut l'expliquer, c'est très neurophysiologique, mais si vous voulez, par exemple, sur le plan expérimental, je vous parlais des traumatismes tout à l'heure, mais il y a un modèle animal qu'on utilise comme équivalent de traumatisme tôt dans l'enfance, l'adolescence, qui est un modèle de séparation maternelle. C'est-à-dire, vous prenez un rat ou une souris nouveau-né que vous séparez 3 heures par jour pendant 10 jours. Moi, j'avais travaillé là-dessus quand j'étais aux États-Unis en postdoc. Cet animal, donc, vous le séparez de la mère, 3 heures par jour, vous le remettez avec la mère. Et bien, cet animal, plus tard, à l'âge adulte, il a une hypersensibilité viscérale digestive. C'est-à-dire, si vous distendez un ballonnet, comme on le fait chez l'homme, dans le tube digestif, il va cramper. Évidemment, il ne va pas dire j'ai mal, mais il va cramper. On va voir qu'il a mal, quoi, si vous voulez. S'il est plus anxieux, il a plus de diarrhée. Si vous créez une inflammation intestinale, une colite expérimentale, il va avoir une colite plus sévère que l'animal qui n'a pas été séparé. La théorie, c'est que cette séparation a entraîné un état d'hyperstress avec libération des neuromédiateurs du stress, et notamment une implication de l'amygdale, pas celle qui est dans la gorge, mais l'amygdale, c'est le centre des émotions. Or, l'amygdale, chez l'animal, quand vous injectez des corticoïdes dans l'amygdale, eh bien, vous créez une hypersensibilité. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Donc, l'amygdale, le centre des émotions, est au cœur un peu de ces phénomènes. Et par exemple, tous les traumatismes tôt dans l'enfance, l'adolescence, entraînent une hyperactivation de cette amygdale qui fait qu'elle peut entraîner des phénomènes douloureux, des anomalies du système nerveux autonome, du nerf vague, etc. On a, si vous voulez, une régulation parce on a un lien entre le cortex frontal qui est devant et l'amygdale. C'est-à-dire que notre cortex frontal, il est un peu anti-stress, il freine l'amygdale. Et à partir du moment où on a des traumas, et il y a l'hippocampe qui est le centre de la mémoire, ces trois centres se régulent entre eux. Quand vous avez ces traumatismes,
eh bien, il y a une dérégulation de ces trois structures et l'amygdale est libérée, quoi, ce qui fait qu'elle va entraîner des hypersécrétions de cortisol, etc. Donc ça, c'est une des théories, si vous voulez. C'est pour ça que toutes les thérapies complémentaires, notamment l'hypnose, les thérapies comportementales, cognitives. Après, moi, je dis aux gens, ça peut être je chante, je cours, je danse, je fais quelque chose qui me plaît. Quand je fais ça, je suis déconnecté de mon ventre, vous voyez. C'est-à-dire que vous atténuez cette hypersensibilité viscérale qui fait que les gens, ils sont en fait centrés, ils se perçoivent trop, vous voyez. Moi, j'ai des patients, par exemple, quand je les vois en consultation, je ne leur dis pas comment vous allez, parce que je sais qu'ils vont partir sur leur corps, ils vont trop s'exprimer. Ou alors, je les dévie quand je leur dis, bah, et au fait, votre fils, qu'est-ce qu'il devient? Vous m'avez dit qu'il devait faire. Vous voyez, parce qu'ils sont en hypervigilance sur leur corps. Vous voyez. Et dans le S2I, il y a un syndrome d'hypervigilance. C'est-à-dire que les gens perçoivent des choses qu'ils ne devraient pas percevoir. Aussi des gens qui déclenchent un S2I après, par exemple, une gastro-entérite. Pour ces gens-là qui vont vous dire, bah non, jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu aucun souci, aucune hypersensibilité, vous l'expliquez comment? En fait, oui, ça, c'est ce qu'on appelle le S2I, le syndrome d'intestin irritable post-infectieux. C'est-à-dire que vous avez 20-30 vous faites une gastro-entérite, on trouve une bactérie ou pas, on la traite, etc., ou ça passe tout seul. Dans l'année, on sait que 20 à 30% potentiellement de ces gens peuvent devenir syndrome de l'intestin irritable. Mais ce n'est pas n'importe qui, c'est souvent la femme qui était stressée, anxieuse ou qui a fait une inflammation sévère. Et en fait, pour moi, si vous voulez, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'épine, c'est l'allumette sur le gaz. C'est-à-dire que ça aurait peut-être été autre chose, un accident, un divorce, une séparation, etc., un autre phénomène qui aurait pu entraîner ça. Et par exemple, chez l'animal, quand vous injectez des bactéries chez le rat, ça a été validé dans le côlon droit, le sécom, là, et sans que l'animal fasse des symptômes, eh bien, moi j'ai travaillé là-dessus, vous activez dans le cerveau des structures impliquées dans la douleur et tout. Vous voyez. Ça veut dire que, en fait, les bactéries peuvent stimuler un message vers le système nerveux central et tout. Et pour peu que j'ai eu déjà des facteurs favorisants de stress, on peut penser que c'est le facteur qui peut être déclenchant. Ça survient toujours dans un contexte particulier quand même. Et moi, j'ai des patients qui ont une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, un Crohn ou une rectocolite, qui sont en rémission de leur maladie et qui viennent vous voir pour un tableau de syndrome de l'intestin irritable. Ils vous disent, j'ai mal au ventre, je suis ballonné, j'ai de la diarrhée. Alors on dit, ah mince, ils sont poussés de leur maladie, on n'est pas efficace. On fait des examens, on fait la fameuse calprotectine fécale qui est un marqueur d'inflammation, on fait une coloscopie, etc. On dit, ben non, vous êtes devenu syndrome de l'intestin irritable. Dans 31, il y a une publication qui montre que 31%, enfin 30% de ces patients peuvent devenir S2I. Ou est-ce qu'il n'était pas déjà aussi, professeur, à un moment donné, puisqu'il y a cette prévalence S2I, Mickey? Après, ce qu'on sait, c'est que l'inflammation chronique crée une hypersensibilité centrale. Après, vous avez la fameuse fibromyalgie, qui est, alors là, les gens qui ont une fibromyalgie, ils ont souvent un syndrome de l'intestin irritable et la fibromyalgie aggrave le syndrome de l'intestin irritable. Dans la fibromyalgie, ce sont des gens qui ont une hypersensibilité à la fois viscérale, mais également de la peau, des tendons, etc. Très bien. Donc, pour résumer, cette hypersensibilité, finalement, on la traite avec des fameux protocoles que vous avez initiés, par exemple, en hypnose, mais ça peut être aussi, on parle beaucoup de la neuromodulation. Oui, bien sûr. Alors après, effectivement, alors il y a les médicaments qu'on essaye toujours, les antispasmodiques, les probiotiques, des médicaments à visée neuropathique, mais bon, soit c'est pas efficace, soit il y a des effets secondaires, des médicaments qui ciblent la douleur, les centres de la douleur. Après, parfois, on donne des antidépresseurs, notamment la triptyline, qui est le Laroxyl, à dose non antidépressive. Hein, j'ai vu quelqu'un comme ça qui est sous forme de goutte. Hein. Ça favorise le sommeil et tout. Mais bon, après, les gens vous disent, je ne veux pas être dépendant de ça, etc. Et puis après, vous avez les thérapies complémentaires, relaxation, sophrologie, tai chi, qigong, hypnose, vous voyez, l'activité physique, la prise en charge émotionnelle, la gestion du stress. Alors, nous, on a quelques données sur la neurostimulation vagale dans un travail qu'on avait fait avec le professeur François Mion à Lyon, où ça peut être intéressant. Il y a des données qui sont sorties. Il n'y a pas énormément d'études, mais le nerf vague, c'est le nerf
à tout faire, je dirais, de l'organisme, ce qui a un effet antidouleur, par où passent notamment toutes les sensations de notre corps, etc. Vous voyez. Donc, ça peut être, après, vous avez de la stimulation transcrânienne, il y a pas mal de données aussi là-dessus qui sortent, vous voyez, d'essayer de moduler le système nerveux central, soit directement, soit indirectement, par de la neurostimulation du nerf vague, par des thérapies complémentaires, quoi. Voilà. Et le problème, c'est que ces patients-là sont souvent pas pris au sérieux parce qu'on dit, on trouve rien, c'est dans la tête. C'est pas forcément faux, mais j'aime pas ce terme. C'est-à-dire qu'on dit que c'est une anomalie des relations entre le cerveau et le tube digestif, mais le fait de dire c'est dans la tête, ça veut dire qu'on dit aux gens, voilà, bon, c'est psy, quoi, on les prend pas. Il faut surtout pas. En fait, moi, je m'aperçois qu'il y a des patients que je vois en consultation qui viennent me voir parce qu'ils voient que je travaille là-dessus, ils ont vu mes topos. Je discute avec eux, je leur explique la physiopathologie, je leur passe un diaporama, on parle du nerf vague, de l'hypnose, et je les ai écoutés, je les examine, je leur explique que c'est pas, qu'ils sont pas fous, etc., qu'ils sont pas. Et le fait déjà d'expliquer aux gens la physiopathologie, à quoi c'est dû, etc., de discuter avec eux, d'essayer de trouver une prise en charge par hypnose, par relaxation, etc., par neurostimulation vagale, les gens déjà, ils vous disent, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de ce que vous m'avez apporté. Ça, c'est important. Alors évidemment, ça prend du temps, c'est une consultation d'1 heure. Vous savez que le temps, c'est de l'argent, etc. Et que maintenant, malheureusement, les médecins, on est de plus en plus surbookés. Mais c'est important de prendre, l'écoute est importante. Je pense que l'écoute et l'explication, c'est un super médicament. Il ne faut pas oublier le rôle de la diététique, parce qu'il y a beaucoup de patients qui spontanément font des régimes, des fois par excès. Moi, je ne suis pas forcément pour le régime sans gluten, sans FODMAP. Je dis aux gens, mangez de tout en quantité modérée. Après, si vous êtes bien avec le régime sans gluten, je ne vais pas vous dire de l'arrêter puisque vous ne le ferez pas. Mais par exemple, nous, on a une diététicienne qui fait des consultations et je pense que systématiquement, je dis aux gens, si vous n'avez pas eu déjà d'avis diététique, je vous propose de voir notre diététicienne pour vous expliquer parce que peut-être que vous faites un régime trop sévère ou pas. Enfin, vous voyez, je pense que ça. La diététique fait partie intégrante il y a la prise en charge psychologique, l'écoute, mais la prise en charge diététique est importante aussi. Eh bien, merci Patricia Renou, merci professeur Bonaz et on se retrouve pour une prochaine interview au regard croisé. Merci. Merci, au revoir.